Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Déballage, le rendez-vous où nous ouvrons les dossiers chauds et donnons la parole à ceux qui font l'actualité. Aujourd'hui, nous revenons sur un fait majeur. Il s'agit de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, votée dans des conditions contestées, notamment des coupures d'électricité, enregistrées dans l'hémicycle au moment décisif. Une révision qui modifie profondément l'architecture de nos institutions, la création du Sénat, l'ajustement des durées de mandat et de nouvelles dispositions encadrant la démission des élus de leur parti politique. Pour en parler, nous recevons deux voix que vous connaissez très bien et qui sont habitués à ce plateau. David Kaba, il est analyste politique. David, bonjour. Bonjour, madame Atoko. Edouard Adodé, il est journaliste, promoteur du quotidien Le Grand Regard, qui paraît ici à Paracoumem. Edouard, bonjour. Bonjour, madame Atoko, et bonsoir ou bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais vous entendre sur le contexte global de cette révision, des coupures d'électricité en pleine procédure, des accusations de manque de transparence, une adoption express, les démocrates qui demandent la reprise du vote. David Kaba, pour vous, comment vous qualifiez ce qui s'est passé à l'hémicycle dans la matinée du vendredi dernier? Ou du samedi? Voilà, du samedi. Dans la matinée du samedi dernier. Je pourrais dire que la majorité a triomphé, tout simplement. Et avant ça, pour poser la question, vous avez parlé de procédures accélérées, de coupures de courant, qui sont des choses qui ne sont pas étrangères à ce Parlement-là, ni aux Béninois que nous connaissons, tous les Béninois que nous sommes. Après 10 ans Après 10 ans de la rupture, qu'on dise que l'Assemblée nationale... Sous Boni Yayi, nous avons connu les délestages. Je ne crois pas avoir connu cela. On ne parle pas de Boni Yayi. Bien sûr, on parle d'un mandat. Oui. La rupture n'est pas venue faire moins que Boni Yayi. La rupture est venue dans l'intention d'offrir le meilleur aux populations. Oui. Est-ce que c'est normal que, après 10 ans de gestion du pouvoir de la rupture, que dans un hémicycle, dans le Parlement, la représentation nationale est au cours d'un moment aussi spécial que la révision de la Constitution du Bénin, que des coupures interviennent? C'est à croire qu'on ne vit pas dans le même pays. Il y a des coupures dans le pays. Partout. Ici, presque toutes les semaines, nous avons des communiqués de la SBE qui dit les zones dans lesquelles il manquera d'électricité. Pourquoi? Peut-être des perturbations dues à certains travaux. Mais je ne veux pas mettre ça sur le compte de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, poser la question aux députés de savoir et pendant combien de temps la coupure a duré. Un. Deux. Au niveau de l'urne, j'ai cru avoir vu l'honorable Bourou derrière l'urne. C'est pour dire qu'il y avait quand même un œil des démocrates. Et même si ce n'était pas le cas, moi je pense que le laps de temps qu'a duré la coupure ne pourrait quand même pas créer cette alchimie que que les démocrates sont en train de nous expliquer là, à savoir que on change les bulletins dans le noir. On ne sait pas quelle est la couleur. Donc je pense que pour moi, ils sont restés dans le même refrain, dans les mêmes mantras. C'est toujours rejeter le tort sur le pouvoir en place, qui, même si c'était le cas, n'est pas condamnable. La politique, c'est le jeu de calcul. La politique, c'est de l'anticipation. Ils n'ont pas fait preuve d'anticipation depuis même le choix de leur duo candidat, parce que vous avez vu, c'est le jour où il fallait aller clôturer les dossiers qu'ils ont choisi les candidats. C'est pour dire que c'est des gens qui n'ont pas une capacité d'anticipation. C'est pas de vrais politiciens, c'est des politiciens bras cassés, des politicards en fait pour dire. Et donc, moi je pense que ce qui s'est passé là, c'est l'inexpérience politique au pire des cas. Sinon, au mieux des cas, ça a été simplement la voix de la majorité qui a primé. Et il faut l'accepter. Edouard Adodé, partagez-vous ce constat de David? Sur les conditions
de la révision de la Constitution, notamment sur cette question de coupure d'électricité, je suis perplexe parce que jusque-là, nous n'avons pas encore des précisions sur la durée. Et effectivement, je suis d'avis avec David par rapport à la démonstration qui a été faite. Parce que vous n'êtes pas savoir que le vote se fait, le bulletin est mis dans une enveloppe. Et combien de temps la coupure a duré pour qu'on puisse parler de changement? Et le scrutateur, j'aurais appris que c'est un démocrate qui était le scrutateur, donc il n'est pas loin de l'une. L'autre chose, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un monde plus ou moins évolué où tout le monde a des téléphones, du moins pour les députés. Est-ce que en temps où il y avait la coupure, il n'y avait pas les torches des téléphones qui ont été allumés pour pouvoir tout au moins surveiller les mouvements autour de l'une? C'est des questions sur lesquelles, ou c'est des aspects sur lesquels moi je voudrais avoir plus de précision pour mieux savoir pour mieux apprécier ce qui s'est passé au sein de l'hémicycle. Sinon, pour moi, je n'ai pas été surpris de la modification ou de la validation de cette constitution, puisque c'est déjà prévisible. On n'a pas besoin d'être magicien pour savoir que cela allait aboutir, parce que avec les démissions qu'on a notées au sein du Parti des démocrates, notamment les 6 députés qui ont déposé le tablier, qui ont quitté le parti, déjà annonçait, puisqu'il ne restait que peut-être une voie pour pouvoir pour procéder à la révision de la Constitution, ce qui n'est pas aussi compliqué, parce que si je me mets dans le discours des démocrates, si le pouvoir a effectivement réussi à débaucher 6 députés en un clin d'œil, ce n'est pas le vote. Ici même, ce n'est pas une démission. Ce n'est pas le vote. Est-ce que c'est le pouvoir qui a débouché? Non, c'est-à-dire, si je me mets dans leur discours, oui, c'est ce qui est dit de leur côté. Les démissionnaires disent qu'ils avancent les arguments de leur démission parce qu'ils ont donné les raisons, notamment la gestion de Boni-Yahi. Mais du côté du parti les démocrates, eux, ils voient beaucoup plus une main de Boni-Yahi et de Patrice Talon, autant pour moi. Et lui l'a reconnu lors de sa dernière sortie. Patrice Talon a dit clairement qu'il assume toutes les accusations qui lui sont portées aujourd'hui par le Parti des démocrates. Donc, si effectivement c'est une main de la mouvance qui a réussi à débaucher 6 députés du Parti des démocrates en un laps de temps, ce n'est pas le vote d'un député des démocrates qui manquerait, parce que déjà on a l'impression que beaucoup sont dans la BAC démocrate, qui m'en excusent, mais qui n'ont pas la certitude ou ne sont plus convaincus de ce que le navire irait à bon port. Donc quand c'est comme ça, ça laisse beaucoup plus la porte ouverte à l'adversaire qui pourrait agir facilement. Donc aujourd'hui, ces raisons ou ces faits qui sont évoqués par le Parti des démocrates, pour moi, s'apparentent beaucoup plus à de l'alibi. Je ne vois pas beaucoup plus. Ça ne pèse pas en réalité. Ça ne pèse pas parce que il faut à moins qu'on nous explique comment ou quelle a été l'ambiance au sein de l'hémicycle. Est-ce qu'il y a eu des bagarres autour de l'une lors de... Bon, ça a failli arriver. Ils ont dû suspendre la séance. Donc, il y a l'honorable Sariki qui s'est surchauffé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il faut avoir ces éléments pour apprécier si effectivement il y a possibilité de changer les bulletins. Je vais renforcer un peu ce que Edouard était en train de dire tout à l'heure. Lors de pour l'acceptation pour la recevabilité de la modification de la Constitution, ils ont opté pour un vote à main levée. Je dis en tant qu'analyste que sans doute c'était pour ne pas attirer l'attention au premier coup que c'est resté 87. 87,2. Vous voyez? Lors du deuxième, les gens disent on est épuisé, rentrez chez nous. C'est la mouvance qui l'a dit. Hein? C'est les députés de la majorité présidentielle qui ont dit mais écoutez, repartons. Les démocrates disent non, finissons-en. Chose curieuse, ils demandent à ce que ce soit un vote secret, cette fois-ci. Et dans le secret des secrets, nous avons vu ce qui est sorti. C'est que 3 se sont rajoutés, ont basculé. Quand moi j'observe, je pense que
il y a une vérité que les démocrates doivent aller dire à Boni Yayi, qui a instruit 11 députés en qui il a confiance pour récupérer des procurations. C'est ceux-là, de 11 autres, qui, en griffe, ne seraient pas loyaux, ne seraient pas crédibles. C'est l'analyse que vous faites. Mais, quand je vous disais ici que parce que parmi ces 11, il y a Eric Koundété. Bien sûr, quand je vous disais ici que le choix de Abodjo est dû peut-être au manque de confiance de Boni Yayi par rapport en ce qui concerne Tchadé, Eric et tout, vous n'avez pas cru. Aujourd'hui, cela se montre clairement que Boni Yayi n'a pas véritablement confiance en certaines têtes. Mais cette précaution ne l'a pas épargné de la désolation. Du pire. Edouard Adodé, est-ce que vous pensez que ces incidents qui sont survenus entachent vraiment la crédibilité de ce scrutin qui a connu la révision de la Constitution? Ces incidents n'entachent pas la crédibilité de la révision, puisque cela n'empêche pas la validation de la révision par la Cour constitutionnelle ou par le président de la République qui aura en dernier ressort à faire la promulgation, à promulguer cette constitution. Mais ces incidents jettent de discrédit sur l'Assemblée nationale, sur cette mandature. Ils jettent plus de discrédit sur le pays parce que c'est inconcevable sur le pouvoir en place, sur le pays, surtout le pays, parce que avec tout ce qu'on a investi dans l'électricité, bon, David a essayé de démontrer, mais moi je suis pas convaincu parce qu'il a dit les coupures. Bon, nous sommes dans une institution sérieuse. Et le deuxième lieu de pouvoir dans la République, donc on ne peut pas concevoir qu'il y ait de coupures. C'est pourquoi il a dit, j'attends de voir quelle a été la durée. Puisqu'on nous a dit, bon, j'ai écouté Odel Aladati, le député qui a dit que bon, c'est juste quelques secondes, le temps que le groupe le relais. Donc, si c'est effectivement, si je m'en tiens à cette version du député Odel Aladati, ça veut dire que on ne pourra pas dire que c'est cela qui est, mais ça sonne mal pour la démocratie, ça sonne mal pour le pays aujourd'hui où on est obligé de faire recours peut-être, je mets ça en griffe, à des stratégies qui ne sont pas trop orthodoxes pour arriver. Avant de finir, je voudrais revenir sur quelques aspects de l'intervention de David tout à l'heure, qui parlait de ce que les députés démocrates auraient souhaité que le vote soit secret. Je ne crois pas que nous ayons suivi la même actualité. Sinon, ils ont souhaité que ce soit la même procédure que le vote de prise en compte de la révision. C'est la mouvance qui a exigé que ce soit un vote secret. Pourquoi un vote secret? C'est ce que nous avons vu. Parce qu'on sait que si le vote est à main levée, les démocrates risquent d'être fidèles à leur consigne de base. Mais c'est parce qu'on sait que on a déjà des deals peut-être cachés. Il faut forcément passer par un vote secret pour avoir le résultat des deals. Sinon, je crois que le mieux aurait été, si on voulait vraiment faire les choses dans la règle de là, qu'on fasse que le vote soit fait à main levée pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi et qui assume. Aujourd'hui, on a l'impression que les députés ont peur de leur choix. Or, ça va de leur prérogative en tant que député de modifier la Constitution. Oui. Mais pourquoi ne pas assumer à bien découvrir ce qu'on a fait? On décide de le faire. Donc, je pense qu'il y a quelque part quelque chose, même j'ai l'impression qu'ils sont chaînés dans leur conscience. C'est pourquoi ils ont voulu, ou ils ont accepté modifier le visage caché. Si on n'en a pas besoin. Si déjà la prise en compte de la proposition a été faite à visage découvert, pourquoi ne pas aller à l'élection à visage découvert également? Alors, et David Kaba, aujourd'hui, cette constitution est modifiée. Il y a plusieurs points qui ont été touchés, il y a plusieurs dispositions qui ont été touchées, et il y a une grande nouveauté de cette révision de la constitution, c'est la création du Sénat. Je crois qu'on en a déjà parlé ici. Oui. Voilà, c'est désormais fait. À quoi devons-nous nous attendre dans les prochains jours en ce qui concerne le Sénat? Le Sénat, comme je l'avais déjà dit ici, c'est un catalyseur du renouvellement politique. Pour moi, c'est le plus grand cadeau que Patrice Talon a pu offrir à la jeunesse. Je m'explique. Le Sénat, de facto, extirpe de l'espace politique tous les barons qui
avaient un titre foncier au Parlement ou ailleurs dans le pays. Je vous rappelle que de 1990 à 2016, la plupart des partis politiques qui sont allés aux élections existaient jusqu'en 2016. RB de Soglo, PSD d'Amoussoumou, PRD de Hungweji, MADEP, même ceux qui sont venus après, les UDPN, tout ça en fait était sous la coupole d'un seul individu, généralement la tête du parti. Et donc, c'est des gens qui, faute d'un ancrage national, qui les auraient empêchés d'avoir une influence sur les 77 communes, ces gens-là s'étaient donc cantonnés dans les partis politiques familiaux, ethniques, régionaux, et régnaient en maître. Avec aujourd'hui le devoir d'avoir un ancrage national, ces personnes-là n'ont plus cette capacité-là de pouvoir régner en maître et de gérer 77 communes. Ce n'est pas possible, a priori. Et donc, pour moi, à côté de ça, il y a encore la limitation des mandats parlementaires. À partir de 2026, c'est 2 mandats pour tout parlementaire. Non, nous parlons du Sénat. Je parle du Sénat et je parle des plus grands avantages que cela offre. Au-delà de tout ce que les gens disent, c'est cet aspect-là que personne n'a souligné. C'est à l'avantage de la jeunesse. Ça veut dire quoi? Ces personnes que j'avais citées tout à l'heure, ces personnalités du moins que j'avais citées tout à l'heure, se retrouvent de facto au niveau du Sénat. Regroupés avec les anciens présidents, avec les présidents de cours constitutionnels, etc. Et donc, l'espace politique connaît désormais une rotation où les jeunes ont la capacité, parce que tout ne va pas leur tomber du ciel, de pouvoir rentrer dans l'arène politique et de se faire valoriser. On parlait donc de la trêve politique. C'est le deuxième aspect le plus important pour moi. Avec cette trêve politique, vous savez c'est quoi l'avantage? On dit pendant 4 ans, vous êtes tenu... Pendant 6 ans maintenant. 6 ans, ouais. 6 ans maintenant. Vous êtes tenu d'apporter des critiques constructives. Pas des critiques qui ont l'air d'une concurrence. Vous voyez un peu? Et quand il dit critique constructive, c'est à l'avantage, par exemple, de l'opposition, qui, par peut-être les pépites intellectuelles, les technocrates qu'ils comptent en son sein, peuvent signer un accord de gouvernance sur certains aspects. Par exemple, moi et LD, il y a une branche dans la LD qui dit nous sommes des écologistes. Nous luttons pour la préservation de l'environnement. Sur cet aspect-là, je signe un accord de gouvernance avec le régime, avec le gouvernement qui est là. Pour que, sur cet aspect-là, on puisse travailler ensemble. Cela fait appel à quoi? Pourquoi le ministre de l'Environnement ne peut pas être démocrate? Pourquoi est-ce que un directeur général d'une agence qui gère l'environnement ne peut pas sortir des démocrates? Tout ça, c'est au bénéfice du pays. Au lieu de rester là et de monter les populations, juste parce que on n'a pas obtenu des faveurs, sinon des avantages, des privilèges personnels. Et puis on rentre dans les communes, on se met à haranguer les foules pour gesser du discrédit sur des actions qui pourtant sont pertinentes et louables. D'accord. C'est louable. C'est ça. D'accord. Edouard Dodé, David, lui, pense être... lui, il est optimiste quant au Sénat. Il pense que le Sénat va vraiment régler plusieurs problèmes dans l'appareil institutionnel et politique du Bénin. Est-ce que vous avez cette même lecture que vraiment le Sénat va résoudre des problèmes? Est-ce qu'à côté de ces problèmes que le Sénat va éventuellement résoudre, il ne va pas en créer d'autres plus graves qu'on en connaissait? Merci beaucoup, Bernard Soroukouman. J'ai écouté religieusement David quand même à un moment donné, il m'a fait rêver un peu où il est sorti du débat. Il est sorti du débat parce que de cette démonstration, j'ai du mal à le suivre réellement sur la pertinence du Sénat.
Oui, le Sénat vient apporter des solutions ou viendra apporter des solutions à certains problèmes politiques, comme cela a été expliqué à plusieurs reprises. C'est pour créer un creuset où des personnalités qui ont fait l'expérience de pouvoir, ceux qui ont eu à amasser certaines expériences en matière politique, puissent se retrouver et observer. Et c'est un creuset de surveillance de tout ce qui se passe sur la scène politique. C'est bien, comme je l'ai dit, nous sommes en Afrique où nous avons un attachement particulier pour ce qui concerne le droit d'aînesse. Oui. Les aînés, il faut leur trouver une place dans la maison. Nous ne sommes pas habitués à des maisons de retraite comme en Europe, donc nous gardons nos aînés à la maison pour de temps en temps les consulter, pour que également, en tant qu'expérimentés, ils apportent de leur expertise à tout ce qui se passe dans le pays, ce qui est normal. Ça permettra de détendre l'atmosphère et d'anticiper même sur certaines crises. Mais quand je rentre dans le fond, j'attends de voir ce que ça va donner dans l'application, puisque nous n'avons pas une force pour arrêter la machine qui est en cours actuellement. Voilà, donc, puisque la loi est votée, dans l'application, nous allons voir ce que ça donne. Mais déjà, moi, je crains pour, d'abord, la vassalisation des pouvoirs, des autres pouvoirs. Puisque aujourd'hui, selon la conception, non, j'en viens, soyez tranquille. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Déjà, l'Assemblée nationale que vous avez votée aujourd'hui, ce serait facilement, l'Assemblée nationale, une caisse de résonance tout simplement. Comment ça? Parce que le Sénat a autant pour moi, puisque nous avons... On est habitué tellement à dire là. Est-ce que dit tout le temps la Sénat, ça m'arrive aussi. Est-ce que le Sénat fait le contrôle de l'action gouvernementale? Non, attendez. Restez tranquille. Selon ce que j'ai lu, pour le moment, par rapport aux quelques éléments qui sont exhibés ici et là dans la nouvelle constitution votée, le Sénat, tel que conçu, est là pour arbitrer. Elle est là également pour casser des décisions qui ne sont pas, que le Sénat juge pas trop pertinentes pour la République. Oui. Et c'est là où je vois la vassalisation des autres pouvoirs. Or, nous sommes dans un système où on réclame l'indépendance des pouvoirs. Mais aujourd'hui, avec cet instrument qui est en perspective ou qui sera créé très bientôt. Qui n'est plus en perspective. Non, on l'a pas encore installé, donc c'est encore en perspective. Je crois que le président de la République est vidé de son sens ou de son contenu réel. L'Assemblée nationale est vidée de son contenu. C'est les anciens présidents qui dirigent le pays. L'autre chose, l'autre dégât qui pourrait arriver, c'est que vous n'êtes pas savoir qu'aujourd'hui, les anciens présidents, que ce soit les anciens présidents de la République ou les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, ne parlent pas tous le même langage politique. Ne parlent pas tous le même langage politique. Les mettre ensemble pour décider du pays, je crois que nous sommes en train de retourner vers le conseil présidentiel que nous avons connu dans les années 60-64, lorsque les coups d'État sont devenus, où le Bénin est devenu l'enfant malade de l'Afrique. Vous vous souvenez très bien. On était obligé de mettre le monstre à trois têtes. Les trois présidents, on était obligé de les mettre ensemble pour dire, bon, mettez-vous ensemble et entendez-vous pour diriger le pays. Qu'est-ce que cela a donné par la suite? Vous imaginez un certain Bouniaï assis à la même table que Patrice Talon, avec Soglo, Djogbenou, qui, nous connaissons son parcours politique. Batoko, non, lui, il a fait la Cour suprême. Ah, il a fait la Cour suprême, oui. Théodore Olo, Robert Dossou, avocat de Lucas Madougou, je souligne cela. Oui, Robert Dossou, avocat de Lucas Madougou et de certaines personnalités politiques de l'opposition. Ceux-là ensemble pour décider. Moi, je vois beaucoup plus l'électricité dans ce Sénat-là. Dans ce Sénat. L'autre chose, c'est que on risque de tomber on risque d'avoir une institution qui sera contrôlée uniquement par un ancien chef d'État, tout simplement. Celui qui va sortir en dernière position. Parce que bientôt... C'est ces gars qui seront là. Oui, parce que on dit, sur la composition, en dehors des membres d'office, qui sont d'office retenus compte de leur statut au niveau du Sénat, dont je viens de parler, il y a les désignations. Et qui sont ceux qui désignent? Le président désigne. Et l'Assemblée nationale désigne. Oui. Si c'est l'Assemblée nationale actuelle, ça dit que c'est la majorité des membres du Sénat, c'est beaucoup plus
le président actuel qui compose le Sénat, tout simplement. Bien sûr. Vous allez voir qu'il aura la voix minoritaire qui sera incarnée Il peut-être aura par une opposition dedans. Et comme ça, vous allez voir, c'est la continuité ou De la guerre qu'on veut éviter. qu'on transpose de l'autre côté. Ouais. Donc, on ne voit pas comment régler le problème. Pour finir avec la question de la pertinence ou de l'utilité du Sénat, je vois aussi que ça risque d'être vraiment un environnement de tous les coups. Parce que on veut réunir ou on veut faire sortir de la politique de force ceux qui semblent être des éclaireurs. Parce que moi, je les considère comme des éclaireurs. Un ancien président qui a déjà géré les affaires, il devient un éclaireur pour les autres. Et lorsque sa voix n'est pas écoutée, n'est pas entendue par le pouvoir en place, il a la possibilité de créer la population. Mais aujourd'hui, on lui évite ou on veut enlever à ces anciens présidents ce rôle d'éclaireur de la nation. Parce qu'ils seront obligés d'exprimer leur vision, leur voix au sein du Sénat, et un Sénat qui est déjà composé majoritairement d'une couleur qu'on connaît. Donc quand c'est comme ça, je pense que nous sommes dans un déplacement de problèmes et non dans une résolution. David Piaf de patience de parler. Parce que j'avais peur d'oublier. Ah oui, allez-y. Parce qu'il a tellement levé des points qui pour moi me poussent à déduire que le mind, la mentalité, la façon de voir les choses du Béninois nouveau que nous cherchons, il est à 1000 lieues de cela. Il y a un truc, il y a un exercice que j'ai essayé de faire. Il faut juger les gens, non pas par les paroles, mais par les actes. Oui. J'ai essayé d'appliquer cela à Patrice Talon, qui est venu. Moi, j'ai vu la cohérence du discours. J'ai vu la vision jusqu'à sa réalisation. Je ne veux pas perdre du temps, mais je reviens pour lui dire, par rapport à la création du Sénat, il a posé un problème. Il dit que c'est une institution de vassalisation du pouvoir du président. Et du législateur. Et du législateur. D'abord, il est demandé par le Sénat que tous ceux-là qui sont censés perturber l'action du président aillent d'abord dans les vestiaires. De sorte que le programme d'action du gouvernement de celui qui est en train de présider la nation puisse se dérouler facilement. C'est un grand atout. On dit sur les questions budgétaires, sur les questions, je crois qu'il y a 2 questions essentielles sur lesquelles le Sénat n'a pas mot à dire. Ça laisse l'autonomie, une marge de manœuvre assez considérable au président, au chef du gouvernement, pour pouvoir amener à bout son programme. Ça politique. Mieux. Il a dit que les attributions, enfin, les missions du Parlement leur sont arrachées. Je ne sais pas en quoi. Alors que... Non, mais si c'est le Parlement qui vote des lois, oui. Et puis le Sénat est capable de casser une loi votée par le Parlement, ça veut dire que... Pas casser. Le Sénat... Pas casser. Envoyer pour une deuxième lecture. Oui, c'est-à-dire... Oui, si. Non, le Sénat aussi est habilité à faire une deuxième lecture. Oui, justement. Oui. Ça veut dire que quand on dit deuxième lecture, c'est corriger. Oui, c'est ça. Enlever des choses de la loi. Bien sûr. Bon, ça veut dire que la loi est cassée. Qu'est-ce qui s'est passé avec le code électoral qui a été voté et qui a posé des problèmes pendant qu'on était en train d'installer les conseils communaux en 2020? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dû repartir au Parlement pour créer des lois complétives ou interprétatives. Oui. Il aurait un Sénat, on n'aurait pas connu ça. Pourquoi? À cause des technocrates, des mécaniciens de la Constitution qui font partie de ce Sénat-là. On n'aurait pas connu ça. Est-ce que vous pensez que oui. l'Assemblée nationale, le Parlement manque vraiment
À l'Assemblée nationale, on ne dit pas un parlementaire, un constitutionnaliste, un juriste, non. Mais parfois, c'est même des analphabètes qu'on envoie là-bas. Bien sûr, celui qui propose il faut donc que ces technocrates-là. Oui, est-ce que celui qui propose la loi, c'est parce qu'il est agriculteur que c'est lui qui conçoit les lois? Non, il se fait forcément assister par des gens. Si vous, aujourd'hui, vous êtes élu député à l'Assemblée nationale et vous voulez proposer le code du numérique, mais vous n'allez pas vous mettre dans votre chambre pour faire une proposition de loi. Oui. Vous allez chercher des constitutionnalistes, vous allez chercher des journalistes, vous allez chercher... Bon. Il y a ce travail-là qui se fait, je crois. Oui, mais si, de vous à moi, si le travail était fait, on va aboutir à cette qualité de loi que nous avons. Même ceux-là... qui sont retouchés tout le temps. Est-ce que on veut éviter... Le président, dans ce Sénat, il y a par exemple un président de l'Assemblée nationale, il y a un président de la Cour constitutionnelle, il y a tous ceux-là. Et rappelez-vous, la loi qui a été relue, on a arrêté le processus électoral, a été validée par la Cour constitutionnelle. Et cette Cour constitutionnelle est désormais représentée dans le Sénat. Et au niveau du Parlement, a été validée par les 80, je sais combien sont tant de députés. Et malgré ça, ça a eu des insuffisances. Qu'est-ce qui vous dit que même si le Sénat avait existé en son temps, pendant que la loi a été votée, promulguée, le Sénat allait identifier ces insuffisances? Non, pas en son temps, il n'aurait pas identifié ces insuffisances à cause des antagonismes des jeux d'intérêt. Aujourd'hui, la création du Sénat est précis. C'est un espace d'apaisement, un espace de sagesse politique. Et il a dit tout à l'heure, nous avons pour coutume, en Afrique, d'avoir recouru aux anciens. Il a dit quoi? C'est des éclaireurs, c'est des phares. Mais qu'un président, je reviens à son concept de vassalisation, qu'un président qui est assis sur le trône et qui est à côté de lui, deux anciens, voire trois, mais ça fait quoi que ces gens-là lui disent, mon bon petit, va plutôt ici, va plutôt là. Ce que j'attendrais du Sénat au lieu de l'électricité de l'air qu'on est en train de décrire, comme par entêtement dans le pessimisme. Ce que je voulais décrire, c'est que un Boni Yahi qui, en un claquement de doigts, mobilise des milliards, que ce Boni Yahi là désormais dise, mon petit Wadaï, j'ai une porte à ouvrir de l'autre côté, allez viens, allons-y, on va aller chercher de l'argent. Que Patrice Talon fasse pareil. Que, vous voyez, la situation économique du Bénin, la montée vertigineuse des emprunts, c'est dû au fait que Boni Yahi, à la différence de Talon, allait faire des demandes. Il se mettait presque à genoux pour qu'on donne de l'argent à son pays. Patrice Talon dit non. Ce sont les citoyens qui vont mobiliser ces fonds-là. Alors il va faire des prêts. Aujourd'hui, il y a une deuxième carte, il y a une deuxième corde à l'arc du prochain président. Pour dire, voilà quelqu'un qui a cette humilité, qui a cette capacité de se rabaisser pour aller demander de l'aide à son pays, en plus de quelqu'un qui a la stratégie pour aller mobiliser des fonds au niveau des institutions de Bretton Woods. Ça fait deux. Moi, ce que je voudrais dire, c'est de refuser à mon ami Edouard Dodé de ne plus emboucher cette trompette-là. Ça, c'est fini. Ce n'est pas bien pour l'image du pays. Patrice Talon disait, il y en a qui disent, le pays n'est pas crédible. C'est également, si tu vas au Bénin, on va tout arracher. C'est vrai, vous ne faites pas mal à Talon. Il a dit, vous faites mal au pays. Les investisseurs ne viennent non plus. Cela dit quoi? Nous sommes des faiseurs d'opinion. Nous sommes au même titre, à une moindre mesure, que ces politiciens que vous décrivez tout à l'heure aussi, des éclaireurs. Il nous appartient de mettre le peuple dans une nouvelle vision, de les mettre dans l'espoir, parce qu'on n'a plus le choix en fait. Dites-moi, avons-nous le choix? Vous avez dit ici tout à l'heure, nous sommes coincés dans la machine. La meilleure chose à faire, c'est d'accompagner. C'est d'être optimiste. C'est d'être optimiste. Alors, et de profiter de toutes les failles pour s'imposer. David vous reproche un pessimisme qui est entêté en plus, qui tend à dire que le Sénat ne va
pas forcément réussir cette mission. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas du gâteau. Pour lui, il faut se mettre dans une posture d'optimisme, de changement, de construction, de co-construction, d'alignement à cette logique qui est en train d'être mise en place. Oui, est-ce que ce n'est pas une bonne idée? Non, nous disons pratiquement la même chose. Mais il ne faut pas, parce que on nous a présenté un gâteau, il ne faut pas demander les conditions de préparation de ce gâteau. Non, c'est joli, c'est bien. Mais je ne dis pas que le Sénat, c'est rien. Non, le Sénat, c'est quelque chose. Ça vient créer quelque chose. J'ai commencé mon argumentation pour dire qu'il faut forcément considérer les aînés dans tout ce qu'on fait. C'est important. Mais remettre le pouvoir aux aînés qui ont déjà fini leur temps, pour moi, c'est vider ceux qui sont d'actualité, ceux qui ont le pouvoir actuellement, de leur pouvoir, pour me répéter tout simplement. Parce que j'aurais souhaité qu'on crée un organe peut-être consultatif. Mais qui n'a pas le pouvoir de casser. C'est bien de créer, moi j'aurais souhaité que le Sénat soit juste un organe consultatif ou sur des questions données, la condition précise que on consulte forcément cet organe qui est créé, on doit recueillir leur avis, qui ne sera que un avis consultatif. Oui. Tout simplement, quitte au président de la République, comme à l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social. C'est mieux. Mais donner encore un pouvoir à ceux qui ont déjà fini de faire leur preuve sur le terrain. Leur preuve sur le terrain, pour moi, c'est vider les actuels, dont je ne suis pas contre. Il y a des aspects positifs que j'ai soulignés au niveau de cet organe-là. Parce que on ne peut pas les laisser comme ça partir. C'est bon de trouver un creuset pour régler les différents politiques. Mais quand vous prenez par exemple la gestion de la trêve qui est confiée au Sénat, c'est grave pour le pays. C'est grave. On attend de voir, puisque en son temps, nous tous, nous allons faire le point, nous allons voir ce qui a marché. Je souhaite bien que... Encore c'est grave. Non, je reviens. Je souhaite bien que l'histoire me donne tort. Je ne voudrais pas avoir raison, puisque, je l'ai dit, nous voulons tous que ça marche, puisque c'est pour le bonheur des uns et des autres, c'est pour le bonheur de nous tous. Mais confier la gestion de la trêve politique au Sénat, à cet organe-là, constitué, composé de cette personnalité politique qui ont tous une coloration politique, parce qu'on ne décrète pas la fin d'une carrière politique. Non, on ne peut pas la loi, on ne prend pas une loi pour décréter la fin d'une carrière politique. Même si aujourd'hui, Boni Yahi décide d'aller siéger au Sénat, ça ne lève pas son apport à son parti politique. Même chose pour le parti Salon. Même s'il est sénateur, parce qu'il le sera, parce qu'en tant qu'ancien président, il le sera. Dans les coulisses, il va apporter son conseil ou ses conseils à ces partis politiques qui le soutiennent jusque-là. Mais en quoi il a quitté la scène politique? Je ne vois pas hors de la scène politique. Quand c'est comme ça, la trêve confiée au Sénat devient l'épée de Damoclès sur la tête de l'opposition. Parce qu'il aurait suffi seulement que le Sénat analyse, observe un politicien qui pourrait être un concurrent de taille pour celui qui est là, lors des élections à venir, pour qu'on lui trouve des choses, puisque vous ne pouvez pas rêver, gouverner une nation et rester là tout simplement à applaudir ce qui se fait. Même si on parle de critiques objectives, oui. Ce n'est pas toutes les critiques objectives que les gens acceptent. Parce qu'il revient peut-être avec ce schéma qui se dessine, il reviendrait au Sénat d'apprécier si une critique est objective ou ne l'est pas. Quand c'est comme ça, c'est un danger. Parce qu'il n'y a pas un baromètre pour mesurer l'objectivité d'une critique. Lorsque vous êtes politicien, même si on vous met au garage de force, vous avez toute votre lecture politique de tout ce qui se passe dans la nation. Donc pour moi, c'est bien l'idée. L'idée vient de même, mais on ne doit pas laisser un pouvoir. Alors, parce qu'il faut laisser le président élu faire ses preuves. Je l'ai dit ici, avant de finir, je l'ai dit la dernière fois sur le plateau que si le Sénat, tel que présenté aujourd'hui, existait, Parti Salon aurait eu des difficultés à réaliser des exploits. Parce que il avait des visions, il voyait des choses que beaucoup ne comprenaient pas en son temps. Et il aurait été combattu s'il y avait un Sénat qui existait. Absolument. Mais aujourd'hui, les résultats lui donnent raison. Si le Sénat est en place, le prochain président, quelle que soit cette vision, parce que chacun avec son goût, avec son feeling,
qui ne sera pas forcément le feeling des anciens. Absolument. Et quand c'est comme ça, c'est empêcher Je ne suis pas d'accord avec Edouard, librement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Patrice Talon, à la différence de Boni Yahi, a une boussole dans sa gouvernance. Programme d'action du gouvernement qui a été lancé en grande pompe en décembre 2000. Mais est-ce que vous croyez que tous ceux qui ont lancé, ceux qui étaient au lancement ont compris ce qui est dans le programme de PAG? Eux tous n'ont pas compris. Ils ont passé, et nous avons critiqué ça ici, plus d'1 an à passer dans tous les hameaux pour expliquer PAG. C'était finalement le refrain que nous entendions tous les week-ends. Les ministres étaient déployés à la Yahi pour aller expliquer ça, aller prêcher la bonne nouvelle. Et donc, pour vous dire quoi, quand le président a une vision claire, on ne peut pas le combattre. Mieux, le Sénat, entre autres missions, c'est la consolidation des acquis. Et je vous dis même que c'est le but principal de la création du Sénat. C'est la consolidation. Je ne rejette pas l'idée de la création. Je reviens sur ça. Je ne rejette pas l'idée de la création du Sénat. Mais la force, le pouvoir qui est donné à cet organe, je crois que c'est de trop. On pouvait trouver des moyens pour créer quelque chose, un organe de surveillance, de conseil, de coaching, qui ne s'impose pas. Quand vous êtes dans un match de football, vous avez un coach. Le coach ne joue pas à la place des joueurs. Non, il est à la touche et il peut crier sur le terrain. Oui, et le joueur peut décider d'en tenir compte ou pas. Non, à la fin du match, oui, on sanctionne. Oui, à la fin du match, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Mais dans les coulisses, le coach, il règne en maître. Mais laissez le coach, laissez changer les règles de sorte à ce que ceux qui peuvent servir de coach ont aussi la possibilité d'aller sur le terrain pour annuler un sifflet, pour dire non, ça, là, ce coup de sifflet, c'est pas bien. Non, je crois qu'on doit pouvoir laisser. Parce que c'est avec les expériences qu'on construit une nation. Merci beaucoup. Chers débatteurs, il va falloir qu'on continue parce qu'on a déjà réglé le temps que nous avons. Sur la préservation des acquis, il faut que je laisse un mot dessus. Je suis d'accord qu'on préserve les acquis. Mais il faut laisser également la main aux nouveaux venus pour faire ces expériences. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, avec ce qui est annoncé avec le Sénat, cela ne laisse pas la main au prochain président. On est dans un concept de continuité désormais. Oui, c'est la continuité. Peu importe le régime, quand l'opposition vient, c'est continuité. Écoutez-moi, David. Je finis. Nous allons évoluer. On ne peut pas dire que Patrice n'a pas continué ce que Boulay a entamé. Prenez par exemple la question du numérique, des services. Non, je parle de la digitalisation des services publics. Cela a commencé déjà avec Boulay. Souvenez-vous, les premières bases. Allez vous documenter. C'est depuis Boulay que cela a commencé. Oui, lequel? Quel était le service? Non, on n'a pas fait ce débat. On le fera une autre fois. On le fera une autre fois. Que cela a commencé. Il y a des études qui ont été menées en amont. Absolument. On va évoluer. C'est pour dire que c'est le cas peut-être. Mais on n'a pas besoin forcément de créer un Sénat pour créer des acquis. On pouvait le faire. On pourrait le faire sans un Sénat qui a autant de pouvoir. La révision a également touché un point sensible, la durée des mandats de certains, de tous les élus, que ce soit le président de la République, le Parlement, les députés, que les élus communaux, municipaux et locaux. Désormais, 7 ans. Ok. C'est là où moi j'apprécie cette révision-là. Ouais. Puisque la proximité des élections ne permet pas vraiment le développement. Ça, sur ce point, je suis pleinement d'accord avec lui. Et c'est là où je venais encore vers le Sénat pour dire, si peut-être le Sénat avait existé ou existait à ce moment, le Sénat pourrait juger ce tact-là contraire peut-être à la logique du Sénat, parce que les anciens présidents ont fait 5 ans. Mais aujourd'hui, on donne la grâce au prochain président de faire plus de 5 ans. Je pense que c'est bien. Et même chose parce que nous sommes dans un système d'alignement des mandats. Et on ne peut pas rallonger ou augmenter le mandat, la durée du mandat présidentiel et ne pas toucher aux autres mandats, ce qui est bien. Parce que j'ai beaucoup apprécié la démonstration, j'ai beaucoup apprécié la démonstration de Odin Aladati qui m'a convaincu, à 100%. Lorsque le président est élu, il faut un temps pour élaborer son programme, il faut un temps pour aller à la recherche des fonds
Et parfois, on perd déjà 3 ans, 4 ans dans la recherche avant que les fonds n'entrent. Et c'est vers la fin du premier quinquennat qu'on voit quelques souffles de réalisation, comme si le président n'a rien fait pendant 5 ans. Donc, je pense qu'avec les 7 ans, tout au moins, le président a le temps de faire un programme, de faire les études. Voilà. Et même si elles sont arrivées, on peut les régler rapidement. Et on sait que même s'il n'a pas un second mandat, il a un bilan. En 7 ans, il aurait fait quelque chose de bon. Est-ce que cet aliment enfin, ce prolongement des années des mandatures n'est pas inspiré par l'expérience de Patrice Talon qui a voulu faire un seul mandat? 7 ans. Et de 5 ans, il est venu à 5 ans, il s'est rendu compte, comme l'a dit Edouard Adodé tout à l'heure, qu'il y a vraiment des bases qui ont été mises en place et il lui manquait encore de temps pour vraiment mettre en œuvre sa politique. Est-ce que ce n'est pas inspiré de sa propre expérience qui vous dit, bon, désormais, allons à 7 ans pour tout le monde, que ce soit le député, les maires et autres. Oui, sans et doute. Quel sera l'impact de ce prolongement du nombre d'années de mandat sur le développement? D'abord, on économise beaucoup d'argent en ce qui concerne l'organisation des élections. Oui. Ça, c'est un. Et ensuite, c'est que, moi, je l'avais déjà dit tout à l'heure, pour moi, le plus grand bénéfice de cette révision, c'est que je joins ça à la limitation des mandats parlementaires, qui devait normalement s'étendre au mandat des conseillers municipaux et communaux et locaux. 2 mandats, comme c'est dit pour le président, comme c'est dit pour les parlementaires. Donc, aujourd'hui, que ce soit le président de la République, que ce soit le député, que ce soit le maire ou le conseiller local, le chef quartier, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Non, pas pour c'est ce qu'il aurait souhaité. C'est ce que j'aurais souhaité. Mais pour l'élu communal et municipal, malheureusement, ils n'ont pas mis de barrière, ils n'ont pas mis de limitation. Okay, vous voyez? Mais moi, j'aurais voulu qu'on étende ça jusqu'à la base. Jusqu'à la base. Et ça offre donc un boulevard pour la jeunesse. On est rassuré que désormais, les gens ne feront plus de façon active, parce que c'est de ça que vous parlez. Quand vous parlez tout à l'heure du Sénat, des gens qui ont quand même des partis politiques, qui ont des sensibilités politiques, qui soutiennent et tout, la différence, c'est que ils sont peut-être en politique, mais ils sont plus actifs. Il y a une grande différence. Ça les casse. Vous voyez un peu? Si, par exemple, ils avaient la possibilité d'être toujours président du parti, président d'honneur d'un parti politique, on sait que là... Non, mais Bonia, il dit par exemple qu'il ne veut pas siéger. Il continue d'être président de son parti. Il n'y a pas de siège pas. Il n'y a pas de problème. S'il ne siège pas, on fera sans lui. Seulement, il devra se plier aux décisions du Sénat. C'est ça le truc. Donc, je disais, le plus gros avantage, c'est que de 90 à 2025, ça fait combien d'années? Presque 35 ans. Ouais, 35 ans. Que des gens ont régné sur l'espace politique sans partage. On n'aura plus droit à ça. C'est au plus 14 ans déjà. D'accord. Edouard Adodé, qu'est-ce qui justifie selon vous ces modifications du nombre d'années de mandat? Pour vous, c'est quoi? Non, je l'ai dit à l'entame, cela nous met à l'abri des perturbations des élections, puisque la proximité des élections fait que, bon, on est en tout temps dans la faveur des élections. Oui. Donc, aujourd'hui, après les élections, on se met au travail pendant tout au moins 6 ans avant de penser aux prochaines élections. C'est bien. L'autre chose est que cela permet aux élus de se concentrer réellement sur le travail à faire. Oui. Au lieu de tout le temps voir est-ce qu'il n'y a pas un prochain adversaire qu'il faut éliminer, c'est beaucoup plus quel défi nous avons à relever. Ce qui sera beaucoup plus la préoccupation des élus. Et l'autre chose, n'oublions pas le côté économique. Oui, ils vont se faire de l'argent. Parce que désormais, vous n'avez plus besoin d'espérer 2 mandats. Vous avez déjà presque 1 mandat et demi, comme ce qui se passe actuellement. Celui qui est élu pendant 7 ans, vous avez 3 mandats d'avant en 2 mandats. Voilà, donc oui, en 2 mandats, vous avez 3 mandats d'avant. Donc, ceux qui auront la chance d'être élus, c'est beaucoup plus de réalisation pour ces personnes-là. Et quelque part, ça nourrit aussi l'économie. Parce que lorsque l'élu sait que il n'y a pas une élection qui vient, il n'est pas tenu de descendre forcément pour distribuer les billets chaque week-end. Là, il sait que
il réalise, il réinvestit ce qu'il gagne à l'Assemblée nationale au niveau de la mairie ou à la présidence. Bon, ça, c'est beaucoup plus un cas isolé puisque c'est une seule personne là-bas. Il réinvestit ça dans beaucoup plus d'autres projets structurants, des projets qui pourraient créer des emplois à la jeunesse, parce que lorsque un élu se met à construire une maison, c'est les emplois qui sont créés. Le maçon du quartier, il a du boulot. Mais si on était dans le projet de ces 5 ans, les réalisations, on les fait parce qu'on sait que, bon, dans 2 ans, il y aura les élections. Mais aujourd'hui, ça permet à ces personnes de gagner. Donc, chacun gagne. Certes, quelque part, ça rallonge la patience de ceux qui aspirent à l'alternance pour ces différents pouvoirs. C'est-à-dire que soit les mecs, ceux qui espèrent ou qui aspirent devenir maire, devenir député, ils sont obligés d'être beaucoup plus patients. Parce que ce n'est plus 3 ans comme le mandat de transition cette fois-ci. Donc beaucoup plus de patience. C'est une épreuve pour ceux-là. David Kaba, ce que j'entends depuis que cette décision, enfin cette révision est intervenue qui ramène à 7 ans les mandats, c'est que on va rester dans ça encore pour 14 ans. Est-ce que quelque part, si est-ce que quelque part si on en venait à avoir un président ou un élu contre-productif qui vraiment n'arrive pas à satisfaire, n'arrive pas à assumer, à assumer, on n'est pas contraint de le garder, bien qu'il soit médiocre, pendant 7 ans. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi? Non, mais les dispositions existent pour pouvoir le dégager. Comment ça? Mais, écoutez, on ne peut pas censurer un élu, un député, on ne peut pas censurer. Au nom de quoi on pourrait remplacer un député? Comment voulez-vous censurer un président de la République? Mais il n'y a pas une procédure de destitution d'un président de la République. On va arriver à des parce que les résultats sont contre-productifs parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place une politique. Non, c'est pour dire très 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 lourde. Bien sûr, c'est pour dire. On a une cour. C'est pour risquer. Oui, c'est pour vous dire qu'il y a cette possibilité-là, mais on n'en arrivera pas là à cause des balises qui sont mises. Désormais, il n'est plus président de la République qui veut. On ne va plus avoir des François Diagoué au Parlement, on ne va plus aller voir des comités là-bas, c'est pas possible. Donc cela dit que votre éventualité, elle est mise à l'écart d'abord. Vous êtes sûr? Bien sûr, elle est mise à l'écart, cette éventualité. Non, c'est bien possible. Et donc, même si cela advenait, même si cela advenait, vous m'avez dit ici que par miracle, par alchimie, Paul Rupert pourrait être président. Moi, je vous ai dit carrément non. Ça ne pourrait pas arriver. Et pour dire que, en fait, il y a élection en 2026. Pourquoi il a déclaré la défaite d'un candidat qui ne sont pas encore aux élections? On connaît, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on connaît bien les sondages. Moi, je n'ai vu les résultats d'aucun sondage. On voit déjà un peu le schéma. Bon, on voit les critiques. Si vous êtes autant sûr que c'est Wadaï qui va gagner les élections, pourquoi allons-nous aux élections alors? Économisons ces sous là et puis construisons des écoles. Je suis du même avis que vous. Alors, je suis du même avis que vous. Chers internautes, autre volet majeur, c'est que désormais au niveau de la nouvelle constitution, les élus qui démissionnent de leur parti pourraient perdre automatiquement leur mandat. Si cette loi, ou bien si cette disposition existait, les démocrates ne seraient pas dans le pétrin aujourd'hui, David Kaba. Oui, c'est vrai. Il faut. La réforme du système partisan avait déjà essayé de régler ce problème. Oui, avait commencé. Vous comprenez? Et mieux, quand on regarde au niveau des conseils communaux, désormais la désignation du maire se fait par le parti politique. Bien sûr. Sa destitution est prononcée par le parti qui procède à son remplacement en proposant autre personne. Oui. Pour vous montrer un peu, vous m'excusez de refaire ce grand pas en arrière là, pour vous montrer un peu comment est-ce que le Sénat était cette réforme en miniature dans les collectivités locales. C'est quoi? Vous avez vu depuis cette loi-là, depuis 2020, on n'a plus connu des questions de turbulence qui était une épidémie avant. Oui. D'accord? Il y a donc un conseil communal, il y a un secrétaire exécutif et il y a quoi? Un conseil de supervision qui fait office de Sénat.
Non, mais c'est pas les anciens, c'est pas les anciens. C'est vrai que ce ne sont pas les anciens. C'est pas les anciens, mais c'est pas les anciens. Mais vous êtes dans la bagarre. Mais pour dire, je ne fais pas d'amalgame. Je parle toujours, je parle d'apaisement, j'ai dit en miniature, j'ai parlé français, monsieur Edouard. Non. Vous savez, si vous prenez l'habitude d'écouter les gens, vous allez mieux les suivre. Au lieu de rester dans la réactivité, prêtez oreille, écoutez, et voilà. Je vous dis, il y a eu un apaisement politique qui s'est ressenti au niveau des conseils communaux à partir de cette réforme du système partisan et du système partisan. Et je vais vous dire quoi? Dans le secteur de la décentralisation. Je dis quoi? Ils sont allés créer un conseil de supervision. Que fait le Sénat? Le Sénat supervise. D'accord? Et quand il y a quelque chose, il dit, il faut les points, on est là, c'est beaucoup plus d'aspects techniques. Et donc, je dis, c'est un Sénat en miniature. C'est une caricature. Vous comprenez? Donc, c'est un Sénat en miniature. Le résultat, c'est quoi? Il est là sous nos yeux. Apaisement dans les conseils communaux et cap sur le développement. On fera un autre débat sur cette réforme du secteur de la décentralisation. Oui, apaisement, oui, mais il y a beaucoup de choses que cette réforme a amenées, que vous connaissez certainement. Oui. Et on va faire un plateau spécial bilan de la réforme du secteur de la décentralisation. Il n'y a pas de problème. Je sais que vous êtes très bien placé. Mais parlant tergiversation politique, ambiance pourrie et environnement irrespirable politiquement, c'est fini. Ça a été réglé. Alors, David, Edouard, autant pour moi, désormais, un député qui démissionne de son parti politique perd son poste de député. Il n'y a plus d'adhésion à un autre parti et resté député, comme on l'a remarqué aujourd'hui avec les démocrates qui se sont levés avec leur fauteuil, ils sont allés s'asseoir de l'autre côté du bloc républicain de l'Union progressiste le renouveau. Qu'est-ce que ça vous dit, cette modification? Oui, sur ces points, je crois qu'on ne peut que apprécier ou saluer les députés qui ont essayé de changer, parce que ce n'est pas une disposition nouvelle. Pour moi, c'est pas une disposition nouvelle, mais c'est une disposition qui est davantage corsée, puisque déjà dans la première, dans le code électoral, il est prévu que lorsque le député démissionne de son parti, le parti a la possibilité de lui réclamer son siège. Mais ici, ce n'est plus le parti qui le réclame, c'est automatique. Donc, vous démissionnez de votre parti politique. Ça sécurise beaucoup plus les partis à l'Assemblée nationale. Oui. Ça permet de limiter, parce que lorsque quelqu'un n'est plus convaincu de continuer dans un parti politique, il peut démissionner à tout moment. Mais ça limite les dégâts. C'est vraiment à saluer. Mais je reviens sur cette affaire de Sénat en miniature. Quand on compare le Sénat qui sera créé au Conseil de supervision des... David, mon cher David, je suis gêné de vous voir dans cette démarche-là, comme je le dis d'habitude. Oui. Ce qui a apaisé les conseils communaux, les conseils municipaux, je ne crois pas que ce soit le conseil de supervision. C'est beaucoup plus le fait que le pouvoir de destitution des maires a été ôté aux conseils communaux, tout simplement. Je suis d'accord avec vous. Les conseils de supervision au niveau des municipalités ou des communes ne règlent pas le problème des guéguerres qu'il y avait au sein des conseils. C'est parce qu'aujourd'hui, les conseils communaux n'ont plus la possibilité de destituer un maire. Mais ce n'est pas le conseil de supervision qui a réglé ce problème-là. L'autre chose, pour finir, sur cette comparaison mal placée que vous venez de faire tout à l'heure, c'est que au niveau du conseil de supervision, c'est des gens qui sont en activité, qui siègent. Bien sûr. Mais au niveau du Sénat, là-bas, c'est des personnes qui ont déjà fini de faire leur preuve sur le terrain. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas comparer deux choses comme ça. Quand on dit en miniature, c'est français. Non, quand on parle de miniature, ça veut dire... Nous n'allons pas nous enseigner le français. Nous n'allons pas nous enseigner le... Nous n'allons pas nous miniature. S'il vous plaît, Edouard Dodé David Kaba. Edouard Dodé David Kaba. Mon cher David, si je dis que votre enfant est David en miniature,
Ça veut dire que je retrouve des caractéristiques de David chez l'enfant. C'est ça. Mais quelles caractéristiques du Sénat vous retrouvez ici au niveau du conseil? Il n'y en a pas. C'est l'organe qui est composé. Qui sont ceux qui siègent dans le conseil de supervision? Le maire, les conseillers, les chefs de commission technique et le SE. D'accord? Vous voyez ce mélange hétérogène là? Ces gens qui sont là, qui habitent techniquement. C'est le conseil de supervision qui évalue le SE, oui ou non? Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il me dit, ce monsieur-là? Non, mais c'est sérieux! Il peut me dire quoi? Je dis la même Est-ce que le Sénat évalue? Le Sénat ne va pas évaluer quelqu'un. Oui. Le Sénat n'évalue pas. Quand on dit coach, le Sénat ne veut pas donner des points. Le conseil de supervision note le secrétaire exécutif. Et le conseil de supervision est là rien que pour le SE. Le conseil de supervision met en application les décisions du conseil de conseil communal. Veille à l'exécution. David, je pense qu'il faut... Non, David, il faut reconnaître... David, il faut reconnaître que... Pourquoi vous voulez calquer? Moi, je ne veux pas calquer. Je dis, c'est une façon... Écoutez-moi. C'est un regard. Alors, les amis, le conseil de gestion ne prend pas de décision. Oui, Edouard a donné, David Kaba, merci beaucoup. C'est le conseil communal qui décide. Oui, merci. Malheureusement, on n'a plus le temps. Malheureusement, on n'a plus le temps. Malheureusement, on n'a plus le temps. On refera ce débat. C'est promis. Je préfère on refera ce débat. Je préfère qu'on refasse ce débat. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis parti d'abord simplement de le temps est passé. Conseil de supervision. Nous allons le Sénat revenir. fait quoi? Nous allons revenir sur ce débat. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. David Kaba et Edouard Dodé pour finir. Qu'est-ce qu'on retient en priorité de cette révision de la Constitution? C'est votre mot de la fin. Oui, pour cette révision, je crois que le Bénin a fait un pas en avant en matière de développement. Oui. Je vois que le souci du législateur, c'est de stabiliser la scène politique. Mais à l'étape actuelle, je dis toujours, je ne souhaite pas que l'histoire me donne raison. Je ne le souhaite pas. Mais j'ai l'impression que nous sommes beaucoup plus dans le déplacement d'un problème. Des solutions ont été trouvées à certains problèmes. Nous avons parlé du septennat qui est bien. Oui. Nous avons parlé de la sécurisation des députés par rapport à leur parti politique. C'est ce qui est bien, mais dans la mise en œuvre, les prérogatives qui sont confiées au Sénat me font peur. Me font peur parce que je suis en train de voir un pays dirigé par des anciens, alors qu'il y a de nouveaux élus qui pourraient avoir des visions que les anciens ne pourraient pas comprendre en ce moment. Donc, on pouvait faire autrement pour les utiliser, pour qu'ils soient utiles. Sinon, dans l'ensemble, je crois que nous avons fait un pas vers le développement. David Kaba, votre mot de la fin, ce qu'on retient en priorité de cette révision de la Constitution. Je pense que cette réforme constitutionnelle est pour moi la plus stratégique et la plus remarquable du mandat de Patrice Talon. D'accord. Parce que quand on veut voir un peu, on suit la vision de l'homme. Il avait un objectif, c'est d'assainir l'espace politique. Il l'a fait. Désormais, c'est de créer un couloir intergénérationnel. Je pense que c'est fait avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la limitation des mandats. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme j'invitais tout à l'heure Edouard Dodé à le faire, que le Béninois change de mind, change d'état d'esprit. Et qu'il sache que ce conseil, ce Sénat, les lois sont faites par les hommes et non le contraire. Et donc, c'est le comportement de l'homme qui fait la loi. Qui fera que le Sénat sera un instrument qui va nous de stabilité. Si jamais ils se mettent dans cet état d'esprit, dans cette vision qui est projetée, il n'aurait pas de problème. Tout va se passer. On retient que la révision de la Constitution ne laisse personne indifférent. Entre nécessité institutionnelle, inquiétude populaire et interrogation sur le processus, le débat ne fait que commencer. Restez connectés sur Dabal TV pour d'autres analyses à chaud. Et à chaud, comme vous l'avez remarqué. À très bientôt pour un nouveau numéro de Déballage. Au revoir.